Alors, bonjour Thierry. Bonjour. Alors, merci de répondre à mes questions aujourd'hui. Tu es le président de l'association Inable France. Est-ce que, avant de raconter un peu ton histoire avec l'association, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de l'association? Un petit peu comment elle a démarré, comment ça s'est arrivé aussi en France? Alors, oui, je suis Thierry Oquidam, l'actuel président et l'un des cofondateurs de Inable en France. Le mouvement Inable, il faut bien comprendre que c'est un mouvement. C'est pas une organisation au sens hiérarchique du terme. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis en 2011, qui s'est matérialisé aux États-Unis toujours par la création d'une association, l'équivalent de nos lois 1901 en France, en 2013, que j'ai rejointe à titre perso en 2014, parce que j'avais acheté ma première imprimante 3D et je trouvais les valeurs derrière ce mouvement tout à fait extraordinaires. Et tu as connu cette association évidemment Internet. Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis consultant en informatique. Je travaille beaucoup avec des agences de com qui sont mes clients. Et donc, dans le cadre de ma R&D, je suis toujours à l'affût de nouvelles technologies qui permettraient de convenir à leur domaine d'activité, qui est de travailler avec de l'objet, avec de la couleur. Voilà. Et donc, j'ai commencé par acheter. Alors, pour être tout à fait honnête, je cherchais une bonne raison d'acheter une imprimante 3D. Et Tu as trouvé une belle bonne raison. quand j'ai vu ce mouvement, je me suis dit, voilà, ça ne se discute même plus, on y va. Et donc, j'ai acheté ma première imprimante en kit. À l'époque, c'était chez Motion Tech. On est devenus très copains depuis, d'ailleurs. Et je l'ai assemblée, j'ai appris à m'en servir. Et j'ai pris contact et je me suis inscrit auprès de l'association aux États-Unis. Mais le mouvement étant né aux États-Unis, forcément, il s'est d'abord déployé dans les pays anglo-saxons, parce que la langue, parce que la culture. Et du coup, on avait zéro demande en France pour des mains à ce moment-là. Donc, j'ai commencé par faire des mains pour des enfants en Irlande, en Angleterre, euh, là où on avait des demandes, en fait. C'était vraiment le tout début, tout début, tout début du mouvement. Et puis, il se trouve que j'ai rencontré les dirigeants d'une association qui s'appelle la CDA, A2SEDEA, Une qui association fédère, française? c'est une association française, voilà, qui fédère des familles d'enfants agénésiques. Et du coup, on a discuté entre nous, on s'est dit que aussi bien eux que nous gagneraient à être connus. Et donc, on a dit qu'on allait identifier au sein de l'association un enfant et lui faire une main. Et puis, on allait faire une vidéo là-dessus et puis voir comment la mayonnaise prenait. Et donc, on a fait ça. On a fait une main pour un petit gars qui s'appelle Maxence, qui était, c'était août 2015 dans la région lyonnaise. Et en fait, il se trouve que la maman de Maxence connaissait un journaliste au Dauphiné Libéré qui a fait la couverture du Dauphiné sur la main imprimée en 3D. Le lendemain, c'était repris par l'AFP qui a tombé une dépêche, donc 40 quotidiens en ont parlé. Et le jour de la remise, on avait toutes les télévisions et toutes les radios qui étaient là sur place. Le, le village où habitait Maxence a été envahi. Ça a été une histoire incroyable. On a fait ce jour-là le premier sujet aux 20 heures du JT sur TF1. Ouais, comme baptême pour Je, l'association, c'était je connais des gens qui rêvé. tueraient pour avoir ce créneau. Et donc voilà. Et donc du coup, moi qui étais tout seul dans mon coin avec ma petite imprimante 3D, je me suis retrouvé dans le mois qui a suivi avec 60 demandes. Ah Et oui, pareil. ça fait vraiment, Et, ça fait et effet de boule de neige très ça a eu rapidement. un impact médiatique, mais colossal, colossal. Et on est passé de zéro à full visibilité en quelques jours, quoi. Bref. Et donc, j'ai eu le choix de dire, bah, OK, je vais m'y attaquer, et puis il me faudra peut-être 10 ans pour les faire, ces mains, mais je vais les faire.
Et puis, plutôt que de faire ça en discutant avec des copains, on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire la même chose qu'ils ont fait aux États-Unis? On crée une association, ok, on n'y connaît rien, mais on va apprendre. On crée une association, on recrute des makers et on voit si la mayonnaise prend. Et donc, on a fait ça. On a fait ça alors que aucun d'entre nous cinq, on était cinq fondateurs, aucun d'entre nous cinq n'avait de relation directe ni avec le handicap, ni avec l'associatif. Oui, vous n'aviez pas de la famille handicapée, enfin voilà, On était qui, tous bien qui geeks, aurait eu besoin de ces appareillages, quoi. bien, voilà, on était tous bien geeks, bien ingénieurs et, euh, et passionnés par la technologie. Et en vrai, on partageait les mêmes valeurs fondamentales d'humanisme et de philanthropie, bien sûr. Euh, et donc, on a créé cette association et la mayonnaise a pris. Et donc, alors ça va pas vite, forcément, c'est l'associatif. Donc, on fait ça le soir, le week-end, quand on a du temps. Et puis, on avait zéro financement. Euh, on a tout, la première année, on a travaillé sur nos fonds propres. Donc, on y est allé à petite vitesse pour voir comment ça marchait. Et puis voilà, puis on a fait le site web. Et voilà, ça a démarré. Et maintenant, aujourd'hui, on a plus de 3000 membres. Enfin, je On vais te a demander, ouais, du plus coup. de, plus de 1200 makers, dont 650 qui ont été validés. Donc, on a une couverture nationale qui est plutôt très bonne. Et on a 10 ans d'existence. Et voilà, c'est super. Et est-ce que tu as des chiffres sur le nombre d'appareillages que vous produisez à l'année? Alors, l'un dans l'autre, on produit environ 50 appareils par an. Ça peut sembler très peu, c'est très peu par rapport à notre capacité de production, entre guillemets. Mais encore une fois, on n'est pas sur un outil de production industrielle avec des objectifs, avec des deadlines. On est sur une base de makers qui sont fondamentalement des gens bien, des copains, et qui font ça quand ils ont le temps, qui ne sont pas toujours disponibles, qui parfois ont des imprimantes qui sont en panne, etc. Donc, on a effectivement besoin d'avoir beaucoup de makers pour pouvoir assurer la fabrication. Et de la même manière, comme on demande à nos makers d'être philanthropes, parce que tous nos appareils sont offerts. Donc, tout ce qu'on fabrique, c'est donné gratuitement aux personnes qui en ont besoin. Ouais, quand tu dis gratuit, c'est le temps passé à fabriquer l'appareillage, mais aussi la matière première. Voilà, le maker finance le plastique qu'il utilise pour imprimer en 3D et fournit son temps et son expérience. Et honnêtement, Et son aujourd'hui, électricité aussi, parce qu'aujourd'hui, et l'électricité, son on sait que électricité, ouais. ça coûte cher, hein. Ouais, enfin, les imprimantes consomment peu. Ce qui vaut vraiment de l'argent aujourd'hui, c'est le temps que le maker va donner. Euh, Est-ce qu'il y a des listes d'attente des gens qui attendent ou en général il y a une demande, il y a un appareillage quasiment dans les 3 semaines, un mois derrière? il faut comprendre ce qu'est la génésie. On peut peut-être faire une petite parenthèse là-dessus. La génésie, c'est avant la naissance, un membre qui ne se développe pas complètement. Peut être un membre supérieur, membre inférieur. Nous, on fait des appareils pour les membres supérieurs. Et donc, ça veut dire que l'enfant va naître avec deux grands cas de figure. Soit il a une main, une paume, un poignet mobile, mais pas de doigt. Soit pas de poignet du tout et un avant-bras plus ou moins long. Et ça, c'est les deux grands cas de figure. Après, il y a toutes les configurations. Un enfant peut très bien naître avec un poignet et un doigt, deux doigts résiduels, complètement formés, pas complètement formés, mobile, pas mobile. Voilà. Donc, en fonction de la complexité des cas, les cas simples, entre guillemets, quand on n'a pas de doigt du tout, pas de poignet du tout, on les traite généralement en quelques jours, quelques semaines. Pour les cas plus complexes, quand il faut faire un scan 3D, quand il faut faire de la modélisation pour modifier des appareils et les adapter à la situation particulière d'un projet donné, à ce moment-là, on monte une équipe de makers et ça peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois. Oui, on l'a vu avec d'autres makers, parce que comme tu le dis, c'est que voilà, l'appareillage, il peut être à tout membre supérieur du bras. Ça peut être à peu près au niveau du coude, au niveau du poignet, ça peut être même un doigt. On l'a vu avec Essar Risma qui s'était coupé deux doigts en travaillant. Est-ce que tu as des chiffres aussi sur le nombre
de personnes qui naissent aujourd'hui avec qui souffrent, enfin, je sais pas, on va dire souffrir de la génésie. La génésie est une maladie. Donc, ils souffrent d'agénésie, oui. Et alors ça, c'est une question compliquée à laquelle on n'a pas de réponse absolue. Je ne sais pas si tu te souviens de l'affaire des bébés nés sans bras dans l'Ain. C'était avant la pandémie, donc ça remonte un peu maintenant. Mais il y avait eu des clusters de naissances avec des malformations identifiés dans plusieurs villages en France. Et à cette occasion, la presse en a parlé et on a découvert qu'il n'y avait pas de registre des naissances avec une agénésie. En fait, il y a des registres dans 3 départements qui couvrent 12% des naissances. D'accord. Donc, dans 12% des cas, on sait ce qui s'est passé ou comment l'enfant est né. Mais ça veut dire que dans 88% des cas, on ne sait pas. Ouais, donc on ne pourra pas même faire un historique de savoir si en 1950, il y avait plus de bébés qui naissaient souffrant d'agénésie qu'en 2026, quoi. Non, voilà. Et l'agénésie peut avoir plusieurs causes en plus, donc elle embête bien le corps médical. Parce que la cause peut être génétique, peut être mécanique avec les brides amniotiques qui s'enroulent autour du membre et qui l'empêchent de se développer. Ça peut être environnemental, avec les histoires de glyphosate et de pesticides épandus dans les champs. Et donc, toutes ces causes-là vont aboutir au même résultat, un membre qui ne s'est pas développé complètement. Et du coup, c'est très difficile de mettre dans des boîtes et de catégoriser les enfants qui naissent comme ça. Voilà. Et donc, en réalité, on ne sait pas. Alors, il y a des associations qui se battent pour qu'il y ait des registres qui soient constitués à l'échelle nationale, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et du coup, en travaillant avec des ergothérapeutes, avec des soignants dans les hôpitaux et des hôpitaux spécialisés dans ce type de maladie, on estime qu'il y a 450 enfants qui naissent en France chaque année avec une malformation de ce type. Mais c'est juste une estimation. Mais du coup, si on extrapole ça et qu'on on prend la tranche des 5-15 ans, qui est la tranche qu'on équipe le plus, ça veut dire que aujourd'hui en France, il y a 2500 familles qui ont un enfant avec une agénésie entre 5 et 15 ans et qui pourraient avoir envie d'utiliser nos services. Et notre plus grand problème à nous, c'est qu'ils ne nous connaissent pas. Enfin, sur ces 2500 familles, il y en a peut-être 1000 qui nous connaissent. Donc, l'une de nos difficultés, et on vous remercie pour ça, c'est de faire parler de nous et de communiquer pour faire savoir qu'on existe. Voilà. Pour entrer un peu dans le détail de ce que tu l'as dit là tout à l'heure, un appareillage d'Inable, il est totalement offert à la personne qui va en bénéficier. Quels sont les bénéficiaires je dirais majeurs d'Inable? Parce qu'il y a une cible, enfin une cible, il y a, il y a ouais, un ciblage comment ça se passe? Alors, on fournit des appareils à tous ceux qui en demandent et qui en ont réellement l'usage. Nos appareils ne sont pas des jouets, même si ça peut ressembler un peu à un jouet. Et il se trouve qu'on équipe effectivement beaucoup des enfants parce que un enfant va grandir, il va avoir besoin de changer son équipement, et parce que grâce à l'impression 3D, on peut fabriquer des appareils qui vont être réalisés précisément sur mesure et qui en plus vont être personnalisés aux couleurs choisies par l'enfant. Donc, il participe au projet dès le départ en choisissant le thème général des couleurs de l'objet et en choisissant par exemple un super-héros qu'il aimerait voir apparaître dessus, ou voilà, en fonction de ses préférences. Donc, l'enfant s'approprie l'objet dès le départ. Ensuite, il faut regarder la proposition médicale, parce qu'on pourrait se dire en France, on a quand même une sécurité sociale qui est extraordinaire, même si elle est un peu plus mal en point ces derniers temps que durant les 30 glorieuses. Mais on a quand même ce truc extraordinaire qui est la santé pour tous, quasiment gratuite. Et donc, pourquoi est-ce que nous, on est là et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui pourraient faire appel à nous pour avoir une prothèse alors qu'ils pourraient faire appel à un prothésiste?
La réalité, c'est que la proposition médicale aujourd'hui, en termes d'appareillage technique de ce type-là, elle est binaire au niveau médical. Soit on a un manchon dans lequel on enfile son moignon et au bout duquel il y a une fausse main qui est faite de manière très très réaliste, il faut bien reconnaître, mais qui ne bouge pas, donc qui n'apporte pas vraiment de fonctionnalité, ou au mieux une pince mécanique qui doit être actionnée avec l'autre main. Euh, et pour un enfant, ça va lui enlever les sensations du chaud, du froid et du toucher. Donc ça lui enlève des fonctionnalités alors que fondamentalement, il aimerait bien en avoir plus. Et puis il faut bien comprendre qu'un enfant qui est né avec une agénésie, c'est pas comme si toi ou moi, on se prenait les mains dans une machine de main et qu'on perd nos doigts. Nous, on a vécu avec des doigts et il nous manquerait. Alors que l'enfant, il est entier, il n'a jamais rien perdu. D'accord. Donc, quelque Il part, s'adapte dans le monde dans sa, dans lequel il dans sa vit. conception, Mm. dans sa vision de son corps, il est entier. Voilà. Il est juste un peu différent des autres. Euh, et donc, la proposition médicale, pour terminer là-dessus, c'est soit cette prothèse sociale qui sert à cacher le handicap, qui nous vient directement du XVIIIe siècle. Heureusement, aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin de cacher son handicap, et socialement, je veux dire. Et la seule autre proposition médicale, c'est une prothèse myoélectrique. Donc là, on parle d'une main motorisée avec des moteurs, de l'électronique, des batteries, et on parle d'un objet qui va coûter très cher, entre 40 000 et 140 000 euros pour une main, qui est fragile, avec lequel on ne peut pas jouer, on ne peut pas prendre son bain, dont l'apprentissage mécanique est très compliqué, parce que ces mains qui sont, il peut y avoir jusqu'à 25 moteurs dans une main, c'est extraordinaire. Elles sont capables de faire des gestes de préhension fine, très délicats, mais on a un immense problème d'interface homme-machine. On ne sait pas les piloter correctement. Pourquoi? Parce que ces mains sont composées d'un manchon dans lequel on va enfiler le moignon, et ce sont les muscles résiduels du bras qui vont piloter ce moignon en se posant sur des électrodes. Et alors, il y a deux types d'électrodes, soit elles mesurent le gonflement du muscle quand on l'actionne, soit elles mesurent la différence de potentiel électrique quand on utilise le muscle. Ça revient au même. On a dans le bras 3 muscles qu'on peut utiliser pour faire ça. Et donc, on a 3 bits d'information pour piloter jusqu'à 25 moteurs. Tu vois le problème. Et donc, malgré que ces mains potentiellement, elles pourraient jouer du piano. D'accord. Et malgré ça, on est contraint de limiter les gestes qu'on peut faire avec ses mains à 2 ou 3 positions, peut-être un peu plus, peut-être 4 ou 5 positions préprogrammées, euh, parce que juste on ne sait pas les piloter. Voilà. Et donc, entre ces deux appareils, la prothèse sociale et la prothèse myoélectrique, il n'y a rien. Et maintenant, il y a nous qui arrivons avec nos mains en plastique, qui sont fabriquées pour moins de 50 euros, qui sont offertes aux utilisateurs et qui fournissent une pince. Alors, ce n'est pas grand-chose, on va dire. Effectivement, on ne fait pas des gestes de préhension fine, comme tenir un stylo ou nouer des lacets. Mais par contre, avec la pince, et on est obligé de fonctionner comme ça parce qu'on utilise un seul geste, le mouvement du poignet ou la flexion du coude, pour actionner les doigts. Et du coup, comme on a un seul geste, on est obligé de fermer tous les doigts en même temps. Et donc, avec ça, la pince, c'est quand même l'élément fondamental qui nous permet de tenir, de porter, d'utiliser des objets. Bien qu'il y a aussi des variantes aussi pour par exemple, les vélos. Alors après, on a toute une autre gamme d'appareils, on pourra parler d'Inable 360, on a toute une autre gamme d'appareils qui arrivent sur le marché depuis un an, mais nos mains en elles-mêmes ont des fonctions de préhension qui sont ce qu'elles sont, on travaille à les améliorer, mais qui fournissent une pince, ce qui est déjà fondamental parce que ça permet d'immobiliser un objet pendant qu'on s'en sert avec l'autre main. Généralement, les enfants agénésiques ont une main valide et une main handicapée. Euh, voilà. Et puis, il faut, ça c'est le rôle fonctionnel de nos appareils. Mais il y a un autre rôle qui est peut-être encore plus important et qu'on n'avait pas nous, que je n'avais pas moi imaginé ou anticipé quand on a démarré, c'est le rôle social. C'est-à-dire que
un enfant qui va à l'école avec une main agénésique, bah, il est l'enfant un petit peu diminué, un petit peu handicapé, même si c'est pas terrible, si c'est pas énorme, un petit peu. S'il va à l'école avec sa main inable, il a une main de robot que personne d'autre ne peut avoir, que lui-même a choisi au niveau de ses couleurs et de sa décoration. Et du coup, il passe du statut d'un petit peu diminué à un petit peu augmenté. C'est pas énorme, ça ne va pas bouleverser son existence, mais ça change quand même un peu le regard des autres sur lui et donc leur manière de s'approprier le handicap. Ouais. Il attire l'attention pas parce qu'il a en moins, mais parce qu'il a en plus. Voilà. Ça change certainement dans la tête beaucoup de choses. Alors, une autre chose aussi que tu ne dis pas, nous on a eu l'occasion d'interviewer Barbara elle, qui est née avec une agénésie. Donc elle a mis, et c'est aussi ça l'intérêt pour moi, je pense, d'Enable, c'est aussi un peu l'étape d'avant la prothèse qui coûte assez cher, c'est habituer aussi l'enfant à avoir cette prothèse, cet appareillage, étant donné que pour Barbara, elle a mis du temps avant de l'accepter et du coup, comme tu l'as dit, en fait, ils naissent sans cet avant-bras. Donc, ils s'adaptent dans le monde qu'ils vivent. Et en fait, elle a fragilisé son épaule valide, son bras valide. Du coup, aujourd'hui, elle est quasiment invalide des deux bras. Donc, le fait d'avoir cette prothèse dès les plus jeunes âges, ça permet aussi d'équilibrer un petit peu le corps et de moins tirer sur la corde sur la partie du corps sain. Bon, Ouais, alors, c'est probablement vrai, mais moi, je ne suis ni kiné ni ergothérapeute et donc je ne me prononcerai certainement pas là-dessus. moi, je D'ailleurs, me base sur son témoignage, hein, bien ouais, évidemment. à chaque fois que nous démarrons un nouveau projet avec un enfant, une famille et un maker, on demande à la famille si l'enfant est suivi par un professionnel de la santé dans le cadre de son handicap, de l'inclure, que ce soit un ergothérapeute, un kiné, un chirurgien ou un prothésiste. On les demande de l'inclure dans le projet, justement parce que aucun d'entre nous n'est un spécialiste ou un professionnel de la santé. Nos appareils ne sont pas des dispositifs médicaux, il faut bien le dire. On évite d'ailleurs d'utiliser le terme de prothèse, justement pour éviter l'amalgame. Appareillage. Et voilà, on fait des appareils d'assistance et on est très humble par rapport à ça et par rapport aux résultats qu'on peut espérer obtenir. Mais si effectivement, d'ailleurs, on n'équipe pas les enfants avant 5 ans pour les mains, parce qu'il est super important que l'enfant puisse exprimer correctement les éléments de confort qui sont nécessaires à sa sécurité. Après, il y a d'autres équipements, comme on a pour le vélo, par exemple, qui permettent de compenser la différence de longueur du bras et d'éviter des postures quand on apprend à faire du vélo, de la drésière ou de la trottinette, d'éviter les postures qui se pourraient dégénérer en scoliose ou autre. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas capable de dire médicalement si ces appareils sont efficaces ou pas. Euh, mais simplement, c'est plus confortable et c'est plus facile pour l'enfant d'apprendre à s'en servir, d'apprendre à faire du vélo si il peut tourner son guidon sans avoir à se mettre dans une position bizarroïde. Est-ce que tu peux nous parler, ça me pourrait y passer aussi beaucoup de temps, mais sur la naissance d'Inable, qui est le créateur de cette association-là? Alors, on a bien compris que aujourd'hui Inable est un petit peu partout dans le monde. Peut-être que ça, tu pourrais nous aussi le dire, combien de pays sont dans combien de pays Inable est présent? Ouais. Alors ça, c'est une très belle histoire. Mais pareil, oui, effectivement, on pourrait faire 2 heures faciles là-dessus. Alors, on va dire que historiquement, c'est une succession de hasards heureux et de bonnes idées. C'est déjà suffisamment rare pour être remarqué. Euh, L'histoire, c'est en Afrique du Sud, il y a un charpentier un jour qui se prend les doigts dans sa machine et qui doit filer à l'hôpital. On lui coupe les doigts parce qu'ils ont été hachés. Et une semaine après, il rentre chez lui, en pleine cicatrisation.
Et il découvre, curieusement, qu'il travaille beaucoup moins bien sans ses doigts que quand il les avait. Donc, il se met en quête de prothèses de doigts. Il découvre qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de prothèses de main que de prothèses de doigts, mais lui, il a toute sa paume et il a juste besoin des doigts. Et que les prothèses de doigts qui existent sont à un prix complètement prohibitif et donc ce n'est pas une option pour lui. Heureusement, il y a Internet et il commence à chercher et il explore et il finit par tomber sur le site web d'un fondu aux États-Unis qui s'appelle Ian Owen et qui est une espèce de bricoleur génial qui fait des objets pour le cinéma, des objets artistiques. Et il avait fait en particulier une main en métal avec des doigts en métal immenses, connectés par des fils au bout de ses doigts de sa vraie main. Et quand il pliait les doigts, ça fermait la grande main en métal, un peu façon Freddy, tu vois. Ouais, Et doigt aux mains d'argent. voilà. Et donc, le charpentier prend contact avec Ivan Owen et lui explique sa situation et dit, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider? Et Ivan, au lieu de l'envoyer balader, lui dit, ben, je ne sais pas, mais on peut essayer. Donc, ils ont commencé à réfléchir. L'objectif, Ivan est aux États-Unis, le charpentier est en Afrique du Sud, donc il y a littéralement la moitié du monde entre les deux. Et donc, l'idée, c'était que Ivan réussisse à concevoir quelque chose que le charpentier pourrait fabriquer localement avec des matériaux qu'il trouverait sur place. Donc, ce n'était pas simple comme challenge. Et ils bossent pendant 1 an, comme ça, tous les deux. Et puis, au bout d'1 an, ils finissent par arriver à quelque chose qui pourrait donner un prototype qui serait opérationnel. Donc, Ivan finit par partir en Afrique du Sud. Il va passer 1 mois avec le charpentier. Il finalise un appareil donc en métal, une petite main mécanique en métal, mais qui permet au charpentier de reprendre un peu le boulot. Et du coup, comme ça a fonctionné, ils se disent, mais si nous, on a pu faire ça grâce à Internet et un peu de jus de cerveau, ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Donc, ils font une vidéo où ils racontent leur histoire et ils publient cette vidéo sur YouTube. Et donc, tout ce qui nous arrive, ça n'aurait pas pu se produire il y a 30 ans parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Voilà, on est vraiment un pur produit de cette génération de technophiles. Donc, il publie cette vidéo et Ivan rentre chez lui aux États-Unis. Et un peu plus tard, il reçoit un message d'une maman, la maman d'un petit Liam, qui est aussi en Afrique du Sud, qui a vu la vidéo et qui dit, bah voilà, mon fils est né avec une agénésie, est-ce que vous pourriez lui faire une main comme ça? Et donc là, il n'est plus question de faire une main en métal, comme il avait fait pour le charpentier, parce que l'enfant pourrait se blesser avec. Et puis surtout, il va falloir trouver une solution pour que la main puisse être refaite à moindre coût et régulièrement, parce que l'enfant, il va grandir. Et donc, Ivan se tourne vers un fabricant d'imprimantes 3D et il tombe sur un grand malade aussi qui, après avoir entendu son histoire et son projet, lui offre 2 imprimantes pour mettre chez lui et pour travailler dessus. Et donc, notre Ivan Owen, qui n'avait jamais fait d'impression 3D, va apprendre l'impression 3D, va apprendre à modéliser sur ordinateur et va concevoir la première main euh, mécanique, la première main de ce qui deviendra Inable pour Liam. Il lui envoie et ça fonctionne. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une vidéo pour raconter leur histoire en disant, si moi j'ai pu faire ça pour ce petit garçon, peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes dans le monde. Ils font une vidéo, ils la poussent sur YouTube, et là, il se produit un truc incroyable, c'est que là où d'ordinaire, il n'y a que des commentaires de trolls sur les vidéos YouTube, là, il y a plein de commentaires super positifs qui disent, mais c'est génial. Et puis des personnes qui disent, mais moi, mon fils ou ma fille, il est dans cette situation-là aussi. J'aimerais bien avoir une main comme ça, comment on peut faire? Et là, entre un troisième acteur dans l'histoire, c'est un chercheur au RIT, au Rochester Institute of Technology, qui s'appelle John Schull, et qui a une idée extraordinaire. Il dit, il crée une carte Google Maps, parce qu'on peut créer des cartes personnalisées,
Et il la poste en commentaire sous la vidéo en disant, bah, écoutez, c'est pas compliqué. Si tous ceux qui ont des imprimantes 3D mettent une pastille d'une couleur et tous ceux qui ont besoin d'un appareil mettent une pastille d'une autre couleur, vous verrez sur la carte où vous êtes géographiquement les uns par rapport aux autres et vous pourrez entrer en relation. Et voilà. Et du coup, ça a démarré comme ça. Tous les gens, tous les makers qui possédaient une imprimante 3D ont mis leur pastille sur la carte. Et moi aussi d'ailleurs, à l'époque. Et toutes les personnes qui avaient souhaité avoir un appareil ont mis aussi une pastille sur la carte et ils sont entrés en contact. Et ça a démarré réellement comme ça, avec juste quelques bonnes idées et des moyens de communication modernes. Et alors aujourd'hui, combien de pays, Inable est présent dans combien de pays? Alors, Inable, on appelle les émanations Inable locales des chapitres. C'est peut-être pas une bonne idée, on devrait peut-être s'appeler des phalanges d'ailleurs, mais bon, comme l'armée romaine. Donc des chapitres Inable dans le monde, il y en a un peu plus de 130, je crois. Mais c'est compliqué, on n'est pas très sûr parce que on n'est absolument pas une organisation centralisée. Chaque Inable, c'est une idée qui a germé dans l'esprit de Ivan Owen et de sa femme avec ce charpentier et qui a pris corps grâce à l'idée de Jeanne. Mais c'est quelque chose qui a été lancé en l'air et qui est rattrapé par-ci par-là par des gens de bonne volonté un peu partout dans le monde et qui lancent des initiatives. Donc en fait, il n'y a pas de centralisation. Chaque Inable est complètement indépendant juridiquement et financièrement de la structure aux États-Unis, ce qui est notre cas aussi. Et, donc on estime qu'il y a une centaine de chapitres dans le monde. Et probablement 15-20 000 bénévoles dans le monde. Mais pareil, on ne sait pas les compter puisqu'on n'est déjà pas sûr du nombre de Oui, chapitres. en France, c'est déjà difficile de le chiffrer, donc Voilà. et les bénéficiaires encore plus difficile. Alors justement, on parle d'Inable dans le monde. En France, et là on a apporté des appareillages et surtout le mug qui fête les 10 ans d'Inable en France. Bon, c'est un bel anniversaire, 10 ans. Est-ce que tu peux nous dire en fait en disant peut-être deux, trois anecdotes, peut-être trois moments importants d'Inable France? Qu'est-ce qui a marqué l'association française? Alors, j'imagine le premier, tu en as parlé tout à l'heure avec la télévision et la presse qui s'est. Ça, c'était un moment incroyable aussi, oui, évidemment. Surtout que aucun d'entre nous n'étions jamais passés dans les médias. Voilà. Bon, c'était complètement inattendu. Et on se retrouve projeté sur le devant des scènes, littéralement, oui. Donc voilà, on a eu notre petit quart d'heure de gloire à ce moment-là. Non, un moment qui m'a personnellement marqué. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les soignants, ils font un travail qui est moralement difficile, et donc ils sont obligés de rester détachés de leurs patients et de garder cette distance émotionnelle par rapport à leurs patients. Alors que nos makers, au contraire, ils partent à fond dans l'émotionnel et il y a à chaque fois une relation forte qui se noue entre la famille et le maker. On l'a Et bien donc, ressenti avec les différents makers qu'on a interviewés ouais. par avant. Donc moi j'ai fait des mains et je me souviens d'une fois où effectivement ça fait un grand moment d'émotion, où j'ai un papa qui m'avait contacté en disant voilà, je voudrais faire une main pour ma fille, enfin ma fille a besoin d'une main et j'aimerais que ce soit moi qui la fasse, mais j'ai pas d'imprimante 3D. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc je lui dis bah écoutez, ce qu'on peut faire c'est j'imprime la main et puis vous venez à la maison avec votre fille et vous faites l'assemblage de la main, ça va prendre 2 heures et puis comme ça elle repartira avec. Et donc on a fait ça. Donc, il est venu avec sa fille et une copine. Elles ont été jouées, parce que moi j'ai 3 enfants aussi, donc elles ont été jouées dans la salle de jeu le temps que le papa fasse l'assemblage de la main. Ensuite, on a fait les essayages, les réglages, et puis ils sont repartis.
Et depuis la fenêtre de mon bureau, je les ai vus repartir dans la cour de l'immeuble. Et la petite était au milieu. Elle donnait la main d'un côté à son papa et la main de l'autre côté à sa copine. Et c'était la première fois qu'il pouvait faire ce geste-là. Et voilà, donc c'est des moments qui sont Touchant, ouais. très émotionnels, très forts. Ouais. Mais c'est ça, en réalité, c'est pour ça qu'on le fait. C'est ça qui fait tout le sel de notre action. Quoi dire, on a reçu plein de prix. Il faudrait d'ailleurs un jour qu'on fasse une com là-dessus, qu'on les liste, parce qu'on a reçu au fil des années peut-être une quinzaine de prix. Donc on a des trophées. J'ai ma petite étagère de trophées Oui, au j'imagine que c'est une bureau. fierté aussi d'avoir un petit peu euh, un peu la reconnaissance de professionnels ou d'experts dans la matière, quoi, j'imagine. Voilà, alors à la fois, effectivement, les professionnels, les ergothérapeutes qui maintenant nous contactent en nous disant, voilà, j'ai une famille qui est dans cette situation-là, est-ce que vous pourriez... Parce que franchement, au début, on se demandait comment notre initiative allait être accueillie. C'est difficile de prévoir, hein. Mais en fait, je pense que les professionnels de la santé sont très très souvent, il y a forcément des exceptions, très très souvent des gens très intelligents. Ils ont un haut niveau d'études et un niveau de compréhension. Et je pense qu'ils comprennent que ce que nous faisons, nous, à notre toute petite échelle, débroussaille le chemin qu'eux vont arpenter dans les années qui viennent. Forcément, les prothésistes commencent déjà à se mettre à l'impression 3D. On commence à voir arriver des prothèses myoélectriques imprimées en 3D. Euh, voilà, donc on est sur la même longueur d'onde et on est sur le même chemin. Quel est pour toi l'appareillage qui t'a posé le plus de difficultés? Et pour terminer sur Enable, voilà, c'est 10 ans. Comment tu vois Enable dans 10 ans, donc pour les 20 ans d'Enable? Qu'est-ce que tu souhaiterais, comment tu souhaiterais que l'association évolue? J'ai pas d'appareil qui m'ait causé une difficulté particulière. Après, bien sûr, il faut apprendre à servir de nos imprimantes 3D et c'est pas quelque chose de facile. C'est pas une technologie qui est facile à maîtriser encore. Euh, mais, mais par contre, j'ai toujours beaucoup de frustration quand je vois que nos appareils ne sont pas encore capables de faire des gestes aussi simples, par exemple, que tendre un doigt pour taper sur un clavier. Ouais, donc le cerveau qui est sans cesse en ébullition Je me pour dis, ben, on trouver des doit pouvoir solutions. trouver un moyen de permettre aux gens de prendre une fermeture éclair pour la relever, de tenir un stylo, de nouer des lacets. Voilà, donc c'est surtout de la frustration de ne pas pouvoir aller plus vite. Voilà. Mais j'imagine que quand tu trouves une solution à tes problématiques, tu vas retrouver un autre problème à résoudre. Ah ben, on saute de l'un à l'autre, bien sûr, et c'est normal. Dans 10 ans, Ouais, en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien, et c'est tout le côté magique et agréable de la chose, c'est qu'on a démarré avec littéralement en naviguant au doigt mouillé, et depuis 10 ans, on fait que ça. On a un conseil d'administration composé de 10 personnes, et on se réunit une fois par mois. Et une fois par mois, on prend des décisions qui vont impacter la direction que va prendre l'association. Mais on n'a pas de grands plans et de grands projets, à part justement Enable 360, dont on va peut-être parler maintenant, puisque c'est la transition idéale. Puisque Enable 360, c'est parti du constat qu'on avait une grande force de production avec nos 600 makers éparpillés partout en France, enfin nos 1200 makers si on les compte tous, éparpillés partout en France, et qu'on pouvait les utiliser pour faire d'autres choses, et que l'impression 3D aussi était capable de fabriquer des objets, pas seulement pour les agénésies, mais aussi pour tous les types de handicap. Et donc, alors ça, c'est un projet qui a mis longtemps à maturer. Encore une fois, on travaille, nous, en slow time. On fait de la high-tech, mais en slow time. Et donc,
ce projet-là a mis 3 ans à maturer. Et on est arrivé début 2025 avec un nouveau site web qui est un catalogue d'objets d'aide technique destiné à être imprimé toujours gratuitement par des makers, mais cette fois pour tous les types de handicap. Ouais, alors, on l'a vu auparavant avec d'autres makers, un petit peu tous les objets qu'ils ont pu créer pour Enable 360. Ça peut être pour les personnes dyslexiques. Enfin, il y a vraiment tout type d'handicap, hein. Voilà. Pour les malvoyants, pour les malentendants, pour les personnes à mobilité restreinte, et pour les aider de manière, encore une fois, très humble, en leur simplifiant des gestes du quotidien. Mettre du dentifrice sur une brosse à dents quand on n'a qu'une main, c'est compliqué. Se mettre du vernis à ongles quand on n'a qu'une main, quand on n'a pas de doigt à l'autre main, c'est compliqué. Voilà. Jouer aux cartes en famille quand on n'a qu'une main, c'est compliqué. Se couper les ongles aussi, hein, Enfin, voilà, les exemples sont à l'infini, hein. Et pareil, quand on est malvoyant, jouer aux cartes en famille ou jouer aux dominos en famille, ben, c'est pas possible. Donc on cherche des solutions et on imagine des solutions. Et il existe déjà plein d'objets sur Internet parce qu'il y a plein de gens bien plus smart que nous qui ont déjà réfléchi à tout un tas de solutions et qui en ont trouvé plein. Et donc on a fait un catalogue d'objets qui qui ont en commun d'être tous open source. C'est vraiment un des fondamentaux de notre mouvement. C'est ce qui permet de les fabriquer et de les distribuer gratuitement, qui sont donc open source. Et sur notre site, bien sûr, on liste les noms des auteurs des objets et le lieu d'origine où on les a trouvés, s'ils existent déjà quelque part ailleurs sur Internet. Oui, et puis ce qui est beau aussi dans cette mouvance, c'est que chacun peut aussi améliorer chaque prototype, chaque maquette d'appareillage ou d'outils qui pourrait être utile à une personne handicapée. Alors, pour terminer cet entretien, en tant que président de l'association, quel est ton message que tu souhaiterais envoyer à des makers, à des bénéficiaires est-ce que tu as quelque chose à transmettre? Déjà continuer à garder cet esprit formidable que tous les makers ont, qui est d'être philanthrope, humaniste. Ça, c'est quelque chose, par les temps qui courent, qui est vraiment précieux, précieux. Et puis rejoignez 360 parce qu'on a besoin de faire connaître ce nouveau site, parce qu'il ne concerne pas juste des handicaps profonds. Vous savez, le handicap, il y a tout, c'est pas blanc ou noir, c'est pas j'ai pas de bras ou j'ai des bras, c'est je peux faire un peu d'arthrose au moment, et donc avoir mal au moment où je tourne la clé dans ma serrure. Et donc, il y a toute une gradation dans le handicap qui fait que non seulement c'est pas toujours visible, mais on n'est pas toujours au courant de ce que vivent les autres. On est tous plus ou moins concernés par le handicap, hein. On a tous autour de nous une personne âgée qui fait de l'arthrose. On a tous autour de nous des maîtresses d'école et des enfants scolarisés et des maîtresses d'école qui sont confrontés quotidiennement à des enfants qui ont du mal à se concentrer pour apprendre à lire, etc. Des enfants malvoyants qui ont du mal à tracer des formes géométriques avec une règle, un compas. Là, je suis en train de tester un Rubik's Cube en braille. Je trouve que c'est extraordinaire. Il y a quelqu'un qui a eu cette idée de dire on va adapter le Rubik's Cube aux malvoyants. C'est complètement génial. Voilà. Alors, par principe, avant de mettre un objet au catalogue 360, on l'imprime et on le teste pour valider qu'il est réellement utilisable. Oui, et puis pas, qu'il soit pas dangereux aussi à l'utilisation. Voilà, et qui fonctionne vraiment. On a eu des fois des surprises de trucs qui ne fonctionnent pas. Mais voilà, c'est extraordinaire de partir en quête de ces objets qui peuvent aider les gens au quotidien.
et les renormaliser un petit peu, en fait. Alors, comment contacter l'association? Alors, via notre site web, e-nable360.fr, sans espace, hein, comme ça, tout attaché, et via notre page Facebook, on a une page Enable France, sur laquelle vous pouvez nous contacter. Est-ce qu'en 2026, alors je sais qu'il y a eu un salon il y a pas très longtemps, est-ce qu'il y a le moyen de vous rencontrer dans des salons qui sont programmés au cours de l'année 2026? Souvent, souvent, oui. Il y a régulièrement des makers faire qui sont nos salons de prédilection parce qu'on s'y amuse. Il y a un, un salon qui s'appelle Makerland à Metz, où on a des makers sur place qui le font chaque année. On a aussi à Nantes l'équivalent d'une maker faire qui s'appelle le Nantes Maker Campus, sur lequel on est présent. Cette année, on ne pourra pas y être malheureusement, mais les autres années, on y était présent. Voilà, et puis lors d'autres événements, dans des écoles, il y a des portes ouvertes qui sont menées et où il y a des membres de l'association qui vont présenter notre action. D'accord. Donc, s'il y a des gens qui nous entendent et qui souhaiteraient aussi que vous interveniez, bon, il faut contacter sur le site internet. Absolument, contactez-nous par mail de préférence et on trouvera moyen d'être présent. Et si vous avez au sein de votre entreprise, vous qui nous écoutez, un Fab Lab ou lors de la semaine RSE qu'il y a chaque année dans les grandes entreprises, si vous souhaitez présenter Enable, si vous êtes maker, vous pouvez le faire vous-même et on vous fournit tous les moyens de le faire, toute la logistique nécessaire. Et sinon, on peut réfléchir à déplacer quelqu'un pour venir présenter Enable. Alors là, Thierry, là, tu nous parles de salons de makers. Donc, c'est plutôt des salons dédiés aux gens qui sont passionnés de 3D. Est-ce que vous êtes présent aussi sur des salons plutôt dédiés au médical, avec des médecins, avec dans le pharmaceutique, des choses comme ça? Alors, on a eu l'opportunité, grâce à la société UPSA, avec qui on a un partenariat, de participer à 2 journées comme ça, une journée contre la douleur et une autre journée spécialisée sur l'arthrose. Et on a beaucoup, beaucoup aimé. Il y a eu une table ronde à laquelle on a pu participer. Enfin, c'était vraiment des moments forts et on a pu rencontrer plein de professionnels de la santé grâce à ça. On aimerait bien lisser, trisser et renouveler cette expérience plus souvent. Il se trouve juste que on n'a pas les connexions et comme nous, on travaille en mode associatif, c'est-à-dire le soir et le week-end, on est en temps décalé vis-à-vis des entreprises. Donc, on n'a pas tellement de contact direct avec les professionnels de la santé, autrement que par la bande, enfin via nos destinataires à qui on fabrique des appareils. Mais à chaque fois qu'on peut, on aimerait bien, oui. Alors justement, tu parles du PSAS. Nous aurons là, au mois de juin la possibilité de vous proposer un interview de Christophe Laurent, justement de la société PSAS, hein. Il nous expliquera un petit peu son parcours et voilà le rôle du PSAS dans Enable France, parce qu'il participe à l'aventure également. Merci Thierry pour ce temps que tu m'as accordé. On aura l'occasion certainement de refaire de petites vidéos comme ça ensemble pour faire le point sur ce qui se passe chez Enable France et Enable 360. Voilà, bah, écoute, je te laisse Avec plaisir. à ton travail et à tout le bien que tu fais à tous les bénéficiaires voilà, atteints d'agénésie et autres. Voilà, merci beaucoup Thierry. Bonne journée. À Au revoir. bientôt. Au revoir.